J'appelle Fanny Alix. Donc vous êtes titulaire d'un master 2 biodiversité et suivi environnementaux. Après un premier job en fédération de pêche, vous avez rejoint MRM où vous occupez aujourd'hui un poste de technicienne hydrobiologiste. Vous êtes en charge des études de reproduction de la lauze de Méditerranée ainsi que de l'étude des otolithes, avec pour objectif de comprendre l'apport de chaque cours d'eau au stock de la population en place. C'est bien ce que vous m'aviez expliqué. Vous allez donc nous parler de la lauze feinte ou la lauze de Méditerranée, si j'ai bien compris, une espèce emblématique du bassin du Rhône sur laquelle MRM travaille depuis plus de 20 ans grâce à des suivis que vous qualifiez d'historiques. Donc vous allez nous faire un bilan de ce qui se passe sur le Rhône et ses affluents. Et j'ai bien noté qu'il fallait encore travailler une meilleure connaissance qui va donner écho aux propos d'Yannick Mathieu. Écoutez, je vous laisse prendre un micro. Bonjour à tous. J'ai l'honneur d'ouvrir ces journées avec cette présentation. Je vais essayer brièvement de vous présenter 20 ans de données, 20 ans de travail sur la lauze feinte du Rhône, avec la lauze feinte du Rhône, et d'effectuer un petit bilan de l'ensemble des connaissances qu'on a pu acquérir. Donc la lauze, c'était l'espèce phare du premier plagépomie. Donc on a vraiment maintenant plus de 20 ans d'études et de suivi sur cette espèce. Au travers du cycle de vie de la lauze, je vais essayer de résumer un peu toutes ces données qu'on a pu acquérir en vous présentant les résultats de l'étude Habitat qui a permis de référencer l'ensemble des frayères présentes sur les zones d'action prioritaires identifiées au plagépomie pour la lauze, que ce soit sur l'axe Rhône et sur les fleuves côtiers. De vous présenter les résultats du suivi de pêcherie amateur à la ligne et de reproduction, avec un fort remerciement envers tous nos partenaires techniques, financiers, tous les acteurs territoriaux, sans qui l'acquisition de l'ensemble de ces données ne serait pas possible. Je vais commencer avec une petite information, donc on m'a brièvement dit un mot tout à l'heure. Alosaphalax rhodanensis n'existe plus en tant que tel. Il a été choisi en novembre 2018 de combiner plusieurs sous-espèces du pourtour méditerranéen en une seule espèce, donc qui est maintenant Alosa agone, la lauze feinte de Méditerranée. Ce regroupement, il s'est fait sur des bases génétiques, que ce soit mitochondriales et enzymatiques, mais aussi comportementales et morphologiques, qui la distinguent beaucoup du genre Phalax qu'on retrouve plutôt sur les côtes atlantiques françaises. Donc nous, on a des individus qui sont un peu plus gros que les aloses feintes atlantiques. Et au niveau comportemental, les aloses feintes atlantiques, elles vont rester plutôt dans les plaines alluviales, et nos aloses à nous vont historiquement remonter bien plus haut dans nos cours d'eau. Historiquement, notre alose, elle était présente sur l'ensemble du bassin, donc que ce soit l'ensemble des grands cours d'eau, et pour le Rhône, elle remontait jusqu'au lac du Bourget et colonisait l'ensemble de la Saône. Aujourd'hui, on a une aire de répartition qui est beaucoup plus limitée. Elle est représentée sur cette carte par les points rouges. Avec le plagépomie 2016-2021, on s'était fixé des objectifs géographiques qui étaient la colonisation de l'Eyrieux et de la Drôme. Aujourd'hui, on n'a pas d'observation qui atteste de la présence des aloses dans l'Eyrieux et de la Drôme. Sur les fleuves côtiers, on a des colonisations qui sont très régulières. À titre d'exemple, l'Hérault, qui a maintenant une station de vidéocomptage, on a 150 à 1100 aloses qui sont dénombrées chaque année depuis. Dans les Pyrénées-Orientales, donc l'Agly, la Tête et le Tech, on a des observations qui sont également très régulières. Et sur l'Argence, on a aussi quelques remontées de pêcheurs de temps en temps qui nous attestent de la présence de la lauze sur un des fleuves côtiers, PACA. La lauze, elle vient dans nos cours d'eau pour se reproduire, donc elle vient migrer. Et une étude Habitat qui a été portée de l'année 2015 à 2018 a permis de caractériser les frayères qui sont présentes sur les zones classées sur les zones d'action prioritaire de l'actuelle plagépomie, excepté le Rhône qui est bien sûr classé en ZAP. Cette étude elle a permis de constater que 80% des frayères intéressantes qui ont été référencées au cours de l'étude se situent sur les affluents de l'axe Rhône. Sur le secteur aval, les aloses peuvent facilement y accéder.
L'accès est facile pour le Gardon, plutôt aisé pour le Gardon, la Cèze, l'Ouvèze et la Durance. Seulement, une fois sur ces cours d'eau, c'est très difficile de remonter haut sur ces cours d'eau. Donc, les habitats intéressants sont matérialisés en vert sur la carte et on voit bien que les points rouges, ils sont avant la plupart de ces habitats. Sur le secteur amont, là, c'est l'accès aux affluents qui va être plus difficile. C'est difficile pour la Lauze d'arriver jusqu'à l'Eyrieux et la Drôme, on n'en voit pas encore. Par contre, une fois qu'elles sont sur ces affluents, si elles les atteignent, les habitats intéressants seront très facilement accessibles, enfin beaucoup plus facilement. Sur les fleuves côtiers, c'est un peu le même constat que sur le secteur aval de l'axe Rhône. Donc là, on va avoir une colonisation qui va être régulière de l'ensemble des fleuves côtiers, mais des habitats qui vont encore être inaccessibles. Mis à part le cas du Vidourle, qui est situé dans le Gard, qui voit régulièrement l'ensemble de son linéaire classé en ZAP colonisé. Et enfin, attention, cette aire, elle va évoluer, cette aire de répartition actuelle. Il y a beaucoup de projets de restauration de continuité écologique sur le bassin. Donc, la migration des aloses, nous, on peut la suivre au travers d'un suivi qui est qualifié de pêcherie. C'est un suivi qui est participatif, qui est mené par MRM depuis 1997. Le descripteur qui en est issu est la capture par unité d'effort, c'est-à-dire le nombre d'aloses pêchées par heure. Alors, bien que les CPUE nous apportent de nombreux détails sur la migration des aloses, il faut faire attention à ce descripteur parce qu'il va plutôt refléter la capturabilité des poissons et pas forcément l'abondance de l'espèce. De plus, c'est une étude qui est variable selon les conditions hydrologiques et l'activité de pêche de l'année en cours. Donc si on a une année comme 2018 où on avait de forts débits et un temps plutôt pluvieux tout le printemps pendant toute la saison, on va avoir beaucoup moins de sorties de pêche. Les pêcheurs vont être moins attirés par le bord de l'eau. Ici, vous avez affiché sur ce graphique les CPUE de toutes les années depuis 1997, avec en orange matérialisé la moyenne sur toutes ces années. Donc on voit que les CPUE, selon les années, elles fluctuent, avec une moyenne de 0,71. On ne peut pas en tirer de tendance significative sur 20 ans. On ne peut pas, grâce à ce graphique, dire la population augmente ou la population est en chute. Sur les fleuves côtiers, on a des données sur l'Aude, avec un constat plutôt similaire à celui de l'axe Rhône, donc c'est plutôt fluctuant, avec une CPUE qui est vraiment basse, une moyenne de 0,45 poissons par heure, ce qui est très peu. Et sur le Vidourle, donc toujours une CPUE fluctuante, mais sur ce fleuve côtier, il faut faire très attention à ces données. On a très peu de retours de carnet. À titre d'exemple, en 2019, c'est 4 pêcheurs qui nous ont retourné leur carnet. Donc c'est difficile de conclure un état de population avec 4 participants. Les données de pêcherie, elles vont nous permettre de déterminer la période de migration des aloses. Donc sur ce graphique, vous avez affiché la répartition des captures selon la période de mars à juillet-août, toutes les années depuis 1997. Donc on constate sur l'axe Rhône, ça prend exclusivement les données axe Rhône, une arrivée des aloses dans le courant du mois d'avril, le 5% des captures qui est atteint entre la mi-avril et la mi-mai, donc c'est matérialisé par le bas des barres bleues, et le 95% qui est régulièrement atteint dans le courant du mois de juin. Ici, sur ce graphique, vous avez de représenter le cumul des débits du Rhône sortant mensuel, donc sur la période de février à juillet, toutes les années. Et on va prendre à titre d'exemple 2 années, l'année 2001 et l'année 2013, qui sont encadrées en rouge. En 2001, on avait 90% des captures qui se sont réalisées en un seul mois. En 2013, la période de capture a été étalée avec les 90% de captures qui ont été atteints en 2 mois. Et on remarque, donc sur les cumuls de débit, qu'en 2001, au mois de mars, il y a eu énormément de débits. Contrairement à 2013, où la répartition des débits sur l'ensemble de la saison, elle est plus équilibrée, plus échelonnée. Donc,
le débit est un facteur déterminant de la période de migration. C'est quelque chose que l'on conçoit depuis assez longtemps. Et on a vraiment les données qui nous permettent de souligner cela. Et les débits nous permettent aussi d'observer donc, plusieurs types de schémas de migration. Le premier, qu'on le qualifie d'amont, où on va avoir des débits du Rhône qui vont être globalement inférieurs à 2000 m3 sur l'ensemble de la saison, donc des débits très bas. Là, les aloses, elles vont coloniser préférentiellement les chenaux de navigation, c'est les canals usinés par les CNR. Et on va retrouver les aloses plutôt dans l'aire de colonisation plus amont actuelle, donc l'Ardèche, le Vieux-Rhône de Donzère. A contrario, les années à fort débit, où on va avoir un débit globalement autour de 3000 m3, on va avoir des crues plus fréquentes et des surverses plus fréquentes aux différents barrages du Rhône. Là, on va avoir une colonisation plus importante en aval, sur les axes aval. Donc, avec une colonisation très importante en général du Gardon et du Rhône court-circuité de Valabrègue. Et une colonisation des étages qui va être bien plus faible, des étages supérieurs. Et enfin, un schéma de migration intermédiaire, les années où on n'a pas de débit, des débits qui sont plus fluctuants, plus particuliers, où des crues arrivent au cours de la saison, où là, on va avoir une colonisation de l'ensemble de l'axe Rhône bien plus diversifiée. On a pu faire des premières analyses statistiques sur l'ensemble de nos bases de données qui nous permettent de montrer ces types de schémas de migration et notamment un clivage amont-aval. Ici, vous avez des corrélations qui sont réalisées sur des données du suivi pêcherie, donc notamment le nombre de captures. Et on voit bien qu'entre les sites qui sont situés plutôt en amont du bassin, on a une tendance qui va être plutôt positive. A contrario, quand on compare les sites qui sont situés plus en amont du bassin à ceux qui sont plus en aval, on a des tendances qui sont bien plus négatives. Ensuite, les aloses, elles vont arriver sur leur zone de frai et la reproduction des aloses, elle est suivie également par MRM depuis 1997 avec le descripteur qui en est tiré, qui va être le nombre de bulles. Le suivi bulle, c'est un suivi qui est en constante évolution, qui n'a pas cessé de changer, notamment que ce soit par le nombre de sites suivis par le nombre et les sites suivis, pardon. On a, depuis 2014, effectué un protocole qui va être fixe dans le but de pouvoir mieux comparer les données entre chaque site, avec une présence au bord de l'eau de la part des techniciens, une nuit sur 2, pendant une période de 46 nuits au cours de la saison. On a également, depuis ce plage et pommier-là, des sites qui sont identifiés, des sites de suivi identifiés, dans le but d'avoir quelque chose de plus périn, mais également une répartition géographique des sites de suivi meilleure pour pouvoir suivre l'ensemble de l'axe. Sur les fleuves côtiers, on a un seul cours d'eau qui est identifié au plage et pommier, qui est le Vidourle, donc dans le Gard. Et malheureusement, par faute de maîtrise d'ouvrage, on n'a pas de suivi depuis 2017 sur ce cours d'eau. On a également des prospections qui vont être plus ponctuelles sur l'Hérault et l'Aude, qui nous permettent d'attester de la reproduction des aloses. Donc ce suivi bulle, c'est une source d'acquisition de descripteurs de présence et d'abondance des aloses. Ici, on a affiché l'ensemble des données depuis le début du suivi. Alors ce qu'on constate, c'est une forte chute du nombre de bulles en 2011, qui était une année particulièrement sèche. Et depuis, on a très très peu de bulles sur le secteur amont, donc que ce soit l'Ardèche, le Vieux-Rhône de Donzère et la Cèze. La vision globale du bassin du Rhône, elle est très récente, avec le Gardon et la Durance qui ont vu leur premier suivi en 2015 et 2016. Une vision aussi qui est compliquée à mettre en œuvre, avec seulement 2 années complètes sur l'ensemble de l'axe Rhône, qui ont été 2016 et 2019. Donc ce suivi, c'est très difficile de maintenir sa pérennité, seulement c'est très important. Les 2 suivis historiques de pêcherie et de reproduction de l'alose sont très complémentaires. Ici, sur ce graphique, on peut voir que
le descripteur bulle et CPUE annuel sont très faiblement corrélés, à seulement 0,30, et ils nous amènent vraiment des informations qui vont être complémentaires et différentes. Avec, pour le suivi de la pêcherie, on va acquérir des informations de date d'arrivée des aloses, du schéma migratoire de l'année, et le suivi bulle, lui, va plutôt nous renseigner sur les frayères actives, les zones qui sont colonisées par les aloses, parce que ça peut changer chaque année, elles ne sont pas obligées de se reproduire tous les ans sur la même frayère, et nous apporter une notion d'abondance de la population. Après s'être reproduits, les aloses, elles vont retourner à la mer. Donc, de l'œuf à la mer, les œufs, ils vont se déposer après le bulle sur un substrat grossier qui a besoin d'être très oxygéné. C'est une éclosion qui est très rapide, donc de 80 degrés jour, ce qui fait que sur cette photographie, on a une larve qui est née, qui a éclos 4 jours après le bulle. L'aloson va ensuite grandir, puis repartir à la mer pour grandir pour une durée de 2 à 5 ans. Sur cette phase de cycle, beaucoup de questions, beaucoup d'inconnus. On ne connaît pas le taux de survie des œufs, on ne sait pas comment se déroule la dévalaison des alosons. On a très peu d'informations. En ce qui concerne le passage en mer des aloses, c'est de la même manière, on a aussi très peu d'informations sur cette phase marine du cycle. Donc, depuis 2015, MRM récupère les données auprès des 4 criées méditerranéennes sur la côte française. Et en moyenne, c'est 3170 kg d'aloses par an qui sont ramenés en criée. À titre de comparaison, si on admet qu'une alose fait environ 1 kg sur la même période, donc 2015 à aujourd'hui, c'est 1246 aloses qui sont notées dans les carnets de pêche qui nous sont retournés. Donc c'est moins de la moitié de ce qu'on retrouve en criée. Mais pourtant, ce n'est pas un poisson que les pêcheurs professionnels recherchent. Ça a très très peu de valeur commerciale. Le prix moyen de vente en criée est de 89 centimes le kilo. Donc on comprend très vite qu'ils ne cherchent pas à la ramener. Avec un prix minimum, une moyenne mensuelle du prix minimum observé depuis 2015 de 37 centimes seulement et maximum d'1,96 €. Et ici, à droite, vous avez une photo qui a été prise cette année, le 20 avril, au marché de Pont-Saint-Esprit, où la lose, elle est vendue à 2,50 € aux consommateurs sur les étals, ce qui n'est pas très élevé pour du poisson. On remarque, donc, ici, vous avez affiché les données de criée de manière mensuelle sur 2 années, de 2015 à 2017, et on remarque une très forte saisonnalité des captures, avec 51% des captures qui sont réalisées pendant la période de montaison des aloses, donc du mois de mars, avril, mai. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire pour aider les aloses à ne pas se faire capturer. Enfin, pour conclure, on a 20 ans de données, de nombreuses connaissances qui ont été acquises, notamment grâce au suivi qu'on peut qualifier aujourd'hui d'historique. Ça fait plus de 20 ans qu'on les maintient en place, qui sont les suivis de pêcherie et de bulles. Ce sont des suivis qui apportent vraiment des notions qui sont complémentaires et qu'il faut maintenir ensemble. C'est très important. Ils nous permettent vraiment chaque année de suivre la population. Ils ont permis d'obtenir des éléments pour comprendre le comportement de migration sur le bassin, comportement pour lequel on a encore quelques zones de flou. De nombreux éléments qui restent à découvrir, notamment pour tout ce qui est après le bulle, donc que ce soit le développement des œufs jusqu'à la phase marine des aloses. Et sur le bassin, il y a quand même de nouveaux outils qui ont été très récemment mis en place, qui peuvent permettre de compléter les suivis historiques sans pour autant les substituer. Donc on a par exemple le vidéocomptage avec un retour d'expérience qui nous reste encore à établir. Il nous faut du temps pour comprendre ces données, pour savoir qu'est-ce qui est bien ou pas. L'ADN environnemental, grâce à qui on va pouvoir mieux connaître les fronts de colonisation de l'espèce et investiguer dans des zones où on ne dispose pas d'informations. Je pense par exemple à plusieurs fleuves côtiers où on a peu d'informations.
Et enfin, une étude otolith qui a été lancée cette année, qui, on l'espère, nous permettra de comprendre l'apport de chaque cours d'eau au stock de la population d'alose en place. Ah, c'est bon, pardon. L'ensemble des données qu'on a acquéries, elles ne nous permettent pas d'émettre un avis sur l'état de la population. On ne peut pas, à partir de nos données, vraiment clairement dire si la population d'alose va mieux ou pas. Ce qui est sûr, c'est que par rapport aux données historiques, donc avant la construction des grands barrages sur l'axe rhodanien, par exemple, donc avant 1950, on a une population qui est vraiment très faible. Et récemment, on est en présence de signaux d'alerte, notamment les données bulles, qui nous montrent clairement depuis 2011 quelque chose s'est passé. Et malgré nos conclusions à nous, je vais être moins optimiste que Monsieur Mathieu. La nouvelle liste rouge qui est parue en 2019 et qui a déclassé l'alose. Donc en 2010, dans la liste rouge de 2010, l'alose feinte de Méditerranée était présente sous l'étiquette d'alose feinte et faisait partie d'une des catégories menacées de la liste rouge sous l'étiquette vulnérable. Aujourd'hui, en 2019, l'alose feinte de Méditerranée est maintenant hors de ces catégories menacées et est sous l'étiquette quasi menacée. C'est également le cas pour Alosa phalax, l'alose feinte atlantique, qui a également été placée dans une catégorie quasi menacée. La grande alose, par contre, quant à elle, et c'est compréhensible au vu des dernières données, est maintenant classée en danger critique d'extinction. Je finirai donc en citant le guide technique d'élaboration des listes rouges paru en 2012 de l'UICN qui dit « Il importe de souligner qu'un taxon peut avoir besoin de mesures de conservation même s'il n'entre pas dans une catégorie du groupe menacé. » Merci.